Ce huitième cours et avant-dernier cours sur Mies van der Rohe saisit ses déplacements entre l'Europe et les États-Unis et inversement, puisqu'il reviendra en Europe travailler dans les années 60. Ce huitième cours est consacré à l'aboutissement d'une recherche engagée dans les années 20 par Mies van der Rohe à Berlin, qui est la recherche du gratte-ciel moderne. Cette recherche, elle a été inaugurée, on le sait, par deux projets théoriques en 1922 et 1923, fin 21 à 23, les deux gratte-ciels de verre pour la Friedrichstraße et pour celui sur un terrain théorique élaboré un peu plus tard. Le terrain n'est plus théorique pour Mies dans les années 50 et c'est à New York avec le Seagram Building qu'il affirme sa prééminence dans l'architecture américaine et mondiale. Jusqu'à la commande de cet édifice, donc qu'il obtient dans des conditions assez particulières et sur lequel il travaillera avec Philip Johnson de façon assez étroite, assez confiante, jusqu'à cette commande, Mies était resté finalement un architecte relativement marginal dans les États-Unis de l'après-guerre. Il n'avait pas eu de commande publique. Il avait réalisé la modeste maison Farnsworth qui n'avait pas été largement commentée, sinon pour être, comme on l'a vu, pour être critiqué, voire traîné dans la boue par les médias conservateurs. Et ces bâtiments de la AIT n'avaient été publiés que dans 2 ou 3 revues de manière assez parcimonieuse. Seul Crown Hall, l'école d'architecture, plus important, plus achevé, plus accompli, plus séduisant sans doute, sera vraiment reçu. Comment Mies arrive-t-il à réaliser à la fin des années 50 ce bâtiment en plein milieu de New York, sur Park Avenue? La scène new-yorkaise se transforme en matière d'architecture de bureaux à partir du début des années 50. Il faut savoir qu'aucun immeuble en hauteur n'avait été construit à New York depuis les années 30. Le dernier en date était le Rockefeller Center, achevé autour de 1935. Donc, on peut même penser, on peut même affirmer que les compétences techniques des agences d'architecture de New York s'étaient quelque peu affaiblies. C'est en 52 que le paysage change avec la construction de 2 bâtiments importants. Le premier, c'est le siège des Nations Unies avec ce secrétariat dessiné et construit par Wallace Harrison et Max Abramovitz à partir du projet que Le Corbusier avait élaboré dans le groupe de travail des Nations Unies en 47-48. Donc c'est un bâtiment lamellaire, étroit, vous le voyez, avec un mur rideau métallique dont un fragment est désormais exposé au Musée d'Art moderne de New York. Vous le voyez à droite. Ce mur rideau, il est intéressant de le regarder car il est, contrairement à ceux de Mies que l'on a vus, par exemple à Chicago, il est assez mixte, il est assez composite dans le choix des matériaux, l'aluminium, 2 types de verre, un verre opaque et un verre transparent, bleuté. Donc c'est un univers assez différent de celui austère que l'on pressent, que l'on a vu apparaître dans les immeubles d'habitation de Mies à Chicago. Un autre bâtiment contemporain est important pour plusieurs raisons. Il est important en tant que tel parce qu'il marque sur Park Avenue, qui est une avenue très large de New York, il marque l'apparition d'une architecture qui tranche avec celle des retraits successifs qui avaient été imposés par le règlement d'urbanisme de 1916. Ce bâtiment est un prisme rectangulaire, détaché du sol, posé sur un socle, lui-même ouvert autour d'un patio et porté par des pilotis. C'est un bâtiment qui flotte et qui, on peut le dire, fait écho, avant même que Mies le fasse lui-même, à certaines de ses recherches. Un bâtiment très spectaculaire aussi par sa couleur. C'est un bâtiment qui est bleu clair, qui, aux yeux du critique Lewis Mumford, reflète les valeurs de propreté
d'hygiène qui sont au centre de la production de Lever, qui fabrique du savon et des détergents. Donc c'est aussi un bâtiment intéressant à cause de son plan. Voici le plan du socle avec le patio, donc les fonctions communes de cet édifice et notamment déjà des éléments embryonnaires de l'informatique. Et vous voyez la coupe, le plan de la tour elle-même, qui est un plan original. Cette tour étroite ne comporte pas de noyau central habituel des gratte-ciel. Les circulations verticales sont rejetées vers l'extérieur et notamment dans une excroissance qui abrite l'escalier de secours. Donc c'est un édifice, on voit bien cette excroissance est cachée sur cette photographie d'Ezra Stoller, et ce bâtiment a une forme extrêmement claire qui évidemment va devenir une sorte de défi pour la compagnie Joseph E. Seagram et fils, qui sera à l'origine de la commande de Mies van der Rohe. Il y a d'autres gratte-ciel modernes de l'après-guerre qu'il convient d'évoquer, notamment celui-ci. Toujours Harrison Abramovitz et le français Oscar Nitschke à Pittsburgh. Celui-ci est intéressant à cause de l'utilisation très inventive et très précoce de l'aluminium, d'un mur rideau en fenêtre d'aluminium embouti, qui donne une texture assez intéressante à l'édifice, en tout cas qui l'oppose à la répétitivité, je dirais presque à la monotonie de la façade de Lever House. Alors, quelle est l'origine du Seagram Building? Il y a évidemment deux origines. Une origine est à trouver à l'intérieur de l'œuvre de Mies van der Rohe lui-même. C'est son travail sur sa réflexion sur les immeubles en hauteur dans la ville, une réflexion qui elle-même trouve ses origines dans les débats berlinois d'avant 1914. Nous sommes maintenant 40 ans plus tard, et nous voyons à nouveau la couverture de cette brochure, et à nouveau, je souligne le caractère prospectif, imaginatif de ce dessin, qui nous montre un prisme comme aucun n'était en fait concrètement envisageable ou réalisable avant la Première Guerre mondiale. Mais la réflexion a commencé pour Mies à ce moment-là et s'est concrétisée, on le sait, avec les gratte-ciel théoriques du début des années 20. Du côté de Seagram, d'une société qui fait commerce d'alcool, qui est basée à Montréal, dont le propriétaire est Samuel Bronfman, qui est un entrepreneur juif extrêmement actif, imaginatif, un entrepreneur entreprenant, si je puis dire. C'est évidemment un pléonasme, mais il sait faire fortune pendant la période de la prohibition aux États-Unis, puisque l'alcool n'est pas interdit au Canada, qui en exporte par divers moyens vers son grand voisin. Voici l'édifice dans lequel la compagnie était basée à Montréal et qui n'avait rien de particulièrement innovant. À New York, à Manhattan, l'intérieur des bureaux de Seagram, de la société Seagram, réalisé dans les années 30 par Maurice Lapidus, que l'on connaîtra beaucoup plus radicalement moderne dans l'après-guerre, est aussi un modèle de conservatisme. Alors, pour déployer ces opérations aux États-Unis et dans le monde, Bronfman considère qu'il s'implante à Midtown Manhattan, dans le centre de Manhattan. Et vous voyez ici une publicité d'un agent et gestionnaire immobilier toujours actif à New York, d'ailleurs, Cushman et Wakefield, au début des années 50, qui nous montre quelle est la situation de New York dans cette période. On voit notamment ici la 5e avenue, l'Empire State Building, le Rockefeller Center, la 42e rue et ici le Chrysler Building, et Park Avenue, donc Park Avenue qui monte depuis Grand Central Station vers le nord. On voit que cette partie à part le Grand Hôtel qui est le Waldorf Astoria, qui a été construit dans les années 30, il y a très peu d'éléments verticaux
sur ce tronçon de Park Avenue, peut-être déjà l'immeuble Lever. C'est donc ici que l'entreprise de Bronfman va imaginer s'installer. Et dès le début des années 50, 51 notamment, elle lance donc la réflexion pour la construction d'un édifice remplaçant ce qu'était le tissu de base de Park Avenue. Ici, Park Avenue, lors de sa création, au moment où les voies de chemin de fer qui passaient au milieu de l'avenue ont été enterrées, ont été enfouies, ce qui a permis de créer ce parc éponyme de l'avenue, ce parc sur lequel des plates-bandes cachent les ventilations du chemin de fer. Sur le terrain où s'implantera de la 54e rue sur lequel s'implantera le Seagram Building, eh bien voici ce qui existait, des édifices d'appartements avec des cours ouverts typiques de l'architecture spéculative qui apparaît à New York au début du XXe siècle et qui, par ailleurs, respecte ses règles d'hygiène avec ses cours ouvertes. Donc, tout ceci est évidemment révolu et l'entreprise de Samuel Bronfman lance un projet intitulé Skytop pour un gratte-ciel, pour lequel elle passe commande d'études à différents concepteurs, en tout cas à Kahn, Elijah Kahn et Jacobs, qui sont une des agences d'architecture les plus actives à New York depuis les années 20. Kahn avait réalisé des immeubles art déco excellents, mais il a évidemment modernisé son langage. Et nous voyons déjà dans ces études une hypothèse avec les setbacks, les gradins qui suit clairement le règlement de zoning new-yorkais. Donc voilà ce que la loi permet. Le règlement de zoning de 1916, emprise maximale, occupation de toute l'emprise de l'îlot au rez-de-chaussée, puis un angle de montée et de retrait des gradins qui est déterminé par le quartier et la largeur de la voie, et ensuite sur un quart de l'emprise, en théorie, sur un quart de l'îlot, l'autorisation de monter aussi haut que l'on veut. C'est ce que l'on voit ici, et ici dans une forme plus simplifiée, puisque un socle un peu à la manière de celui de Lever House a été créé, qui meuble flotte. Voilà une première étude. Puis Bronfman est sur le point de passer la commande à l'agence de Pereira et Luckman. William Pereira, qui est le créatif de l'équipe et qui aura un rôle très important dans l'architecture de Los Angeles. Charles Luckman est le businessman, l'homme d'affaires. Et vous voyez que le projet qu'il assume n'est pas un projet très réjouissant, n'est pas un projet très brillant, c'est simplement une occupation très massive du terrain, plus ou moins dans l'esprit de ce parti que proposaient Kahn et Jacobs. Mais ce projet est évidemment un projet qui n'est pas à la hauteur des ambitions de Bronfman. Et Bronfman a la chance d'avoir une fille, Phyllis Bronfman, de son nom jeune fille, Phyllis Lambert, de son nom après mariage. C'est Phyllis Lambert qui est à l'époque étudiante au collège Vassar, va comprendre que ce projet n'est pas à la hauteur. Elle le sent intuitivement et elle va aller rendre visite à l'autorité, à l'arbitre du bon goût en matière d'architecture qui est Philip Johnson, à l'époque qui est en train de quitter la direction du département d'art et de design du Musée d'art moderne de New York, et elle lui demande un conseil. Et Johnson, qui avait organisé l'exposition de Nice en 1947 et qui avait suivi le travail de Nice depuis très longtemps, depuis 1930 en fait, donc depuis plus de 20 ans, Philip Johnson lui recommande d'aller chercher Nice. Et c'est ainsi que Nice obtient cette commande à laquelle il associera Johnson. Il a à l'époque 68 ans, et c'est malgré en 54, il a 68 ans, il est assez impressionnant qu'il ait attendu aussi longtemps pour pouvoir mettre en œuvre les idées qui avaient été les siennes au début des années 20. Donc,
l'architecture est une pratique qui parfois doit passer par la longue durée. En voici un exemple. Il est intéressant de voir que, et piquant de voir que Mies van der Rohe n'a pas le droit de signer ce bâtiment, en dépit de la commande qu'il a reçue, car il n'est pas inscrit, il n'est pas autorisé à exercer à New York, en particulier parce qu'il n'a pas fini ses études secondaires, et encore moins ses études d'architecture. Il n'y a pas de diplôme. Et c'est donc Johnson qui va, pendant un moment, être le seul signataire, puis le co-signataire de l'édifice. Alors, à propos d'édifice, de quoi s'agit-il? Ici, nous voyons la maquette du Seagram et celle des Promontory Apartments, dont j'ai parlé dans le cours précédent. Et nous voyons que ces deux bâtiments, que beaucoup de choses séparent, la hauteur est différente. Le Seagram est un édifice à ossature d'acier et non à ossature de béton, comme les Promontory Apartments. Et ils ont quelque chose en commun, c'est d'être composites. Le Seagram, dont on a l'image d'une grande stèle, d'un grand parallélépipède, en fait, et assemble certes une stèle, un parallélépipède assez net, mais derrière un second qui contient les circulations verticales, et au niveau du sol, des bâtiments plus bas qui accueillent d'autres activités et qui le raccordent à l'îlot de derrière. Donc l'arrière est, je dirais, assez pragmatique et négocié. Le devant, c'est totalement différent et le devant est complètement différent et c'est là que l'apport du Seagram Building à l'architecture urbaine va être très important. Car c'est là que Mies propose de créer un parvis ou une plaza. Nous la voyons sur ce croquis. L'immeuble est en retrait par rapport à la rue et propose donc un espace extérieur assez cérémoniel entre la chaussée et l'édifice. C'est une contribution très importante de Mies ici. On la voit sur ce croquis. On la voit également sur la maquette à droite, donc deux bassins, un parvis, un rez-de-chaussée ouvert, comme le sont ceux des immeubles d'habitation de Chicago, qui sont l'expérience fondatrice, l'expérience antérieure sur laquelle Mies se base pour élaborer ce bâtiment. Et l'on voit sur ce plan du rez-de-chaussée, donc l'accès frontal depuis l'avenue, les accès latéraux à l'intérieur du lobby, du hall, et la structure porteuse de la trame de poteaux du bâtiment principal, du parallélépipède, et celle des bâtiments secondaires à l'arrière. Donc une démarche très claire, la clarté étant un des leitmotifs du bâtiment. Au-dessus, et j'en reste dans le registre des plans, on voit comment dans les niveaux bas, donc le bâtiment lui-même, avec 3 travées sur 5, toujours le principe 3 par 5, la proportion qui avait été celle des tours du Lakeshore Drive, des tours initiales. Ici, un bâtiment plus ample derrière, mais assez bas. Et donc, dans les niveaux bas, la configuration est celle d'un T, la lettre T capitale, dont la partie large s'étire dans la profondeur de la parcelle. Au niveau supérieur, eh bien, le T s'inverse et la partie large est désormais constituée par le bâtiment, par le parallélépipède, dans lequel nous voyons que les circulations verticales occupent, en tout cas à ce niveau, une place tout à fait importante. Alors, comment Mies fixe-t-il la forme de cet édifice? Comment travaille-t-il sur la forme de cet édifice? Il est intéressant de lire ce qu'il en dit. Je cite, « Mon concept et ma démarche pour le Seagram Building ne différaient en rien des autres bâtiments que j'ai eu à construire. Mon idée, ou plutôt la direction dans laquelle je vais, est celle d'un édifice ou d'une structure claire. Ceci est valable non pas pour tel ou tel problème, mais pour tous les problèmes architecturaux que j'aborde. » Ici, une déclaration intéressante. « Je suis en fait totalement opposé à l'idée selon laquelle un bâtiment particulier doit avoir un caractère individuel. C'est pour moi plutôt un caractère universel qui doit être déterminé par le problème total que l'architecture s'efforce de résoudre. » Donc,
à la recherche d'un caractère universel qui, Emis réussira parfaitement à le faire, puisque ce gratte-ciel prendra force de canon pour beaucoup de gratte-ciel des entreprises capitalistes modernes. Alors, comment affirme-t-il avoir pratiqué pour le Seagram Building? C'est très simple. Euh, j'ai demandé 2 types de conseils pour le développement des plans. Je me suis procuré les analyses immobilières sur le type d'espace de bureau le plus recherché par les locataires, puisque cet immeuble qui portait le logo Seagram était destiné à la location en grande partie, et le règlement de construction de la ville de New York. Une fois ma direction définie et ses avis recueillis, il n'y avait plus qu'à travailler dur. Alors, il explique ailleurs, il précise son point de vue ailleurs. Nous avons essayé de lire ce règlement d'urbanisme, ce règlement de construction, mais c'était impossible. Et donc, nous avons demandé aux meilleurs gestionnaires de bureaux de nous dire comment ils travaillaient, comment est-ce qu'ils voulaient utiliser les lieux, et ils nous ont communiqué plusieurs dimensions de bureaux. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'une trame de 4 pieds, 7 pouces, et que nous avons multiplié pour obtenir le module de la structure. Et curieusement, ajoute Miss, ça a marché. Donc la démarche qu'il suit dans ce projet est celle qu'il avait déjà suivie pour les bâtiments de la AIT. On se souvient que ces bâtiments de la AIT étaient basés sur une analyse de la dimension des classes et des laboratoires. C'est un peu la même chose. Il y a une double logique ici, qui est la logique urbaine, qui est la forme générale, la proportion de 3 par 5, et à l'intérieur de cela, eh bien, le déploiement de bureaux qui ont des dimensions standardisées. Ici, parlons structure. Voici la coupe sur l'ossature métallique du bâtiment. Ici, il n'y a pas de doute que pour atteindre la hauteur d'environ 40 niveaux, il est important d'avoir... il est possible de le faire en béton armé, mais l'ossature est assez épaisse. Donc ici, elle est en acier. Le travail sur la façade est un travail différent de celui des édifices que l'on a vus. Le mur rideau est beaucoup plus mince et unitaire. Ici, voici la solution des Nations Unies. On se souvient qu'il y avait une allège en vert sombre ici. On se souvient que le panneau était composite. Et voilà Lever House, où il y a une façade lisse, mais derrière laquelle se trouve malgré tout à la fois une retombée et une allège épaisse. Donc le propos de Mies est un propos beaucoup plus clair. Nous voyons ici les linteaux, les éléments d'ossature horizontaux raccordés très simplement par le nez des dalles à la façade. Donc nous voyons ici comment les choses apparaissent. Il y a 2 fixations. Une fixation au niveau du plancher au-dessus de ce e-porteur, une fixation au niveau du plafond du niveau précédent. On peut regarder tout ça en coupe, on verra mieux, on comprendra mieux la situation. La voici, à nouveau le plafond, le plancher, le bloc de conditionneur d'air qui est intégré, et c'est une nouveauté. Les équipements de climatisation ne sont pas rapportés, ils sont intégrés et pensés comme partie structurelle, je dirais, du projet. On les voit ici en plan. L'ossature, elle est en acier, enrobée de béton pour qu'elle soit igifugée, et nous retrouvons une version assez complexe du traitement de l'angle dans laquelle les raidisseurs que Mies avait commencé à utiliser à Chicago sont reproduits, sont retrouvés et aboutissent au bout, à l'extrémité de chaque façade, à une configuration anguleuse avec ce carénage ou ce capot qui vient cacher, tout en laissant passer un peu d'air, qui vient cacher le pilier, la colonne en acier enrobée de béton. Donc une version un peu plus complexe, plus confortable de solutions utilisées ailleurs. On la voit ici à la fois selon une coupe horizontale, à nouveau, c'est un détail du dessin précédent, donc on voit bien comment les choses se mettent en place, le I, les raidisseurs que l'on voit ici sur la photographie, et cette pièce qui les raccorde.
Donc voilà donc cette solution d'angle qui s'inscrit dans ce développement. On peut dire qu'il y a là une logique du thème et de la variation qui est tout à fait intéressante. Les meneaux ou les raidisseurs eux-mêmes font l'objet d'une attention particulière. Ils sont en bronze. Et c'est une des caractéristiques importantes du bâtiment. Ce bâtiment n'est pas un bâtiment d'acier, mais c'est un bâtiment de bronze. Et l'on voit ici, on devine la couleur brune de ces pièces, gris-brune de ces pièces de bronze qui sont extrudées. Voici extrudées, c'est-à-dire une masse de métal que vous voyez ici est comprimée par une presse de sorte à ce qu'elle prenne le profil que cette pièce, que ce calibre lui imprime, et voici le résultat. Donc ces éléments sont très délibérément colorés à l'initiative apparemment de Samuel Bronfman, pardon, car évidemment le bronze était la couleur du whisky qu'il commercialisait. Alors la fille de Samuel Bronfman, Phyllis Lambert, est présente sur le chantier et présente aussi dans toutes les expérimentations que Miss entreprend. Ici, une maquette grandeur de la façade permettant de mettre au point ces éléments. Quant à cette façade, on la voit ici réalisée avec cette couleur brune très sombre qui a sans doute encore s'est assombrie avec le temps et qui tranche évidemment avec la relative clarté de la partie basse du bâtiment, de l'étage du rez-de-chaussée sur lequel le bâtiment plane. Regardons les élévations, nous montrent que ce système est appliqué de manière systématique, de manière, je dirais, rigoureuse sur l'ensemble. Miss s'est posé la question de l'échelle et en notant par exemple qu'une pyramide égyptienne perdrait tout son impact si elle ne faisait que 5 mètres de hauteur. Et quand le journaliste qui l'interviewe lui demande si les murs du Seagram Building auront le même effet, il dit « Oh oui, j'en suis pratiquement sûr. Cette tour que vous voyez est une masse, ça n'est pas une chose individuelle. Ces fenêtres ne sont pas des choses individuelles. Des milliers de fenêtres, bonnes ou mauvaises, ça ne veut rien dire. Cette masse de fenêtres, la comparaison est intéressante, l'analogie est intéressante, c'est comme une armée de soldats ou comme une prairie. Vous ne voyez plus les détails quand vous voyez la masse, et je pense que c'est vraiment la qualité de cette tour. Donc la tour est plus forte que les éléments, que les panneaux de façade individuels, et ceci est d'ailleurs, ce principe est d'ailleurs appliqué jusque dans, par exemple, la gestion des stores vénitiens qui ne sont pas opérés individuellement, mais par groupe à chaque étage et qui donc font que le bâtiment a toujours une échelle particulière et que sa façade ne se fragmente pas en multiples petits rectangles. En tout cas, voici l'élévation sur Park Avenue et le bâtiment secondaire derrière apparaît ici. L'élévation latérale nous montre le parallélépipède et ses annexes. Comparaison avec le Lakeshore Drive qui faisait 26 niveaux seulement, elle est intéressante. Elle nous montre le même principe, en tout cas, de sédimentation verticale, mais aussi le fait que dans un grand immeuble de bureau, il faut quelque part trouver la place des installations, des conditionneurs d'air, des installations de ventilation, des installations électriques, etc., des réservoirs d'eau en surpression, et c'est dans tout en haut de l'édifice que la trame se poursuit, mais de manière opaque. Voici une comparaison éclairante sur les différences d'aspect entre les deux premières tours du Lakeshore Drive à gauche, avec leur mur d'aluminium qui tranche avec l'ossature d'acier, et ici, donc, la continuité chromatique du bâtiment sur Park Avenue. Le chantier est mené rondement. Voici une image du chantier. Donc, l'acier
et ensuite sa carapace de béton qui vient mini-fuger. Ici, nous voyons à nouveau les cages d'acier, la cage d'acier en cours de construction, et ici, l'assemblage des panneaux de façade qui se font par travée, donc par travée de 4 fenêtres. Le bâtiment terminé sera un objet de prédilection pour beaucoup de photographes, et Bronfman réussira son pari en matière d'image. Ici, nous voyons une photo qui est devenue une photo canonique d'Ezra Stoller, qui est le grand photographe new-yorkais des années 50 et 60, dont Philip Johnson a dit un jour une très jolie déclaration de Johnson qu'aucun bâtiment n'était terminé avant qu'il ne soit stollerized, qu'il ne soit stollerisé, photographié par Stoller. Donc c'est une vision qui sera très diffusée et qui va tenir lieu de beaucoup d'autres représentations du bâtiment qui le montrent comme une grande stèle, une stèle austère installée dans Park Avenue et qui tranche avec le contraste, avec je dirais, non pas le désordre, mais en tout cas la relative confusion des édifices tout autour. Il est intéressant à ce propos de voir ce qu'en dit Lewis Mumford. Lewis Mumford, sociologue, historien, critique, et qui était en général très opposé aux bâtiments en hauteur, au gratte-ciel. Il avait critiqué celui des Nations Unies, il avait accepté relativement et évalué de manière relativement positive Leverhouse, mais il est clairement favorable au Seagram Building, dont il écrit, et je cite ce petit paragraphe in extenso, il écrit dans sa rubrique Skyline, qui est publiée régulièrement dans le New Yorker, je cite, « Le Seagram Building se dégage de cet amas, de cet embouteillage figé de nouveaux bâtiments sordides, ce qu'on trouve sur Park Avenue, produit par une mode criarde, à la façon d'une Rolls-Royce accompagnée par une escorte de motards. » Donc l'analogie est assez efficace. Plus encore que son élégant voisin, le Leverhouse, il a de l'ambiance, en français dans le texte, ambiance. Entièrement visible depuis 3 côtés et accessible à pied, il crée de l'espace au lieu d'en consommer. Le geste de le détacher des bâtiments environnants a été le plus audacieux de son principal concepteur, Mies van der Rohe. Par un lourd sacrifice quant à la surface de bureaux rentable, il a réussi à créer un effet qui n'est obtenu que lorsqu'un groupe de bâtiments sont placés ensemble sur une emprise plus vaste qu'un îlot, comme au Rockefeller Center. Donc, clairement, pour Mumford, ce bâtiment marque une rupture comparable à celle du Rockefeller Center, plus de 20 ans plus tôt. Autre vue au crépuscule, intéressante, car elle montre, on voit bien que ici, c'est l'angle de Leverhouse, le parvis, le rez-de-chaussée éclairé, le bâtiment sombre au-dessus de son rez-de-chaussée, on voit bien que les bâtiments annexes disparaissent. Les bâtiments annexes finissent par participer de l'ensemble des constructions, de ces constructions que Mumford condamne. Voici une autre image aussi assez souvent publiée. Sur cette vue, Leverhouse est dissimulé dans la perspective, est caché par ce bâtiment, et on voit bien comment le prisme du Seagram Building se dresse sur son parvis. À propos de parvis, en voici une vue assez encombrée, une vue qui tranche avec l'encombrement de Park Avenue, tel qu'on peut la voir depuis l'autre côté de la voie. Le parvis est traité de manière tout à fait remarquable et pourrait être considéré comme un exemple de sculpture minimaliste. À nouveau, l'affection de Mies pour les beaux blocs de pierre. Et évidemment son intérêt permanent pour des sous-bassements, des grands sous-bassements, raccordant les immeubles au sol à la manière de Schinkel.
l'hypothèse d'une sculpture, d'utiliser le parvis pour installer des sculptures est considérée depuis le début. Et voici ici un projet de Gene Summers, qui est un des assistants de mise sur ce projet, l'assistant principal pour élaborer une sculpture. Elle ne sera pas réalisée, mais le parvis est devenu le lieu d'implantation de sculptures changeantes. Ici, il y a quelques années, un stabile de Calder qui réagit extrêmement bien, à la fois par ses formes organiques, fluides, et ses couleurs sur le fond du bâtiment austère de mise derrière. Alors, parlons un peu de l'aspect du bâtiment, notamment au niveau du sol. C'est un bâtiment qui, bon, ici nous voyons comment le dispositif que l'on a vu en couple, l'intégration de la climatisation, se présente à l'intérieur. Ici, le hall et la relation qui est créée au travers du parvis avec l'autre côté de l'avenue. C'est une belle photographie de Stoller à nouveau. Ici, les colonnes, les piliers qui jouent avec les parois de marbre des cages d'ascenseur dans le hall, qui est un hall assez solennel, qui a une dimension, presque la dimension de la cella d'un temple grec. L'intérieur, parlons un peu de l'intérieur. L'intérieur du bâtiment n'est pas laissé, en aucune manière laissé aux organisations de location, aux administrateurs d'immeubles, mais c'est un véritable projet qui est conduit pour l'essentiel par Philip Johnson. Donc un projet qui consiste à installer, vous le voyez, les meubles consacrés de Mies van der Rohe, mais aussi des œuvres d'art de très haut niveau. C'est un intérieur qui est aussi très dessiné jusque dans tous ses détails. Les architectes s'intéressent à des considérations générales laissées aux techniciens ou aux entreprises, le dessin des sanitaires, par exemple, et surtout, il y a une attention considérable, extrêmement précise à l'éclairage, tant à l'éclairage qu'à la lumière qui émet le bâtiment, qu'à l'éclairage interne. Et ici, il est important de mentionner ce partenaire très important de l'équipe qui a été Richard Kelly, consultant en éclairage new-yorkais, enseignant à l'université de Yale. Kelly avait déjà été actif, par exemple, pour déployer un système d'éclairage autour de la maison de verre de Philip Johnson, de manière à éviter les réflexions. Hein, c'est une idée, les reflets à l'intérieur de la maison. Puisque si vous ne traitez pas la lumière, évidemment, il est impossible de voir la nuit, alors que la maison est éclairée à l'intérieur, de voir le paysage la nuit. Ce n'est possible qu'à la condition d'installer des éclairages périphériques, ce que Kelly a fait ici. Dans le SIGRAM, pour le SIGRAM, il travaille à un schéma d'ensemble de lumière. Il dénomme la tour de lumière, vous voyez ici un de ses dessins, et il va déployer ces systèmes à la fois à l'intérieur et vers l'extérieur, avec cette idée des stores opérant par groupe, avec une grande attention à l'éclairement du rez-de-chaussée. Une remarque intéressante ici, c'est l'introduction de plafonds lumineux, de caissons lumineux, qui sont devenus d'une banalité affligeante dans tous les immeubles contemporains, mais qui trouvent une de leurs premières utilisations au SIGRAM. Voici à l'intérieur l'éclairage, par exemple, des ascenseurs avec ces plafonds lumineux et le recouvrement de leurs parois avec une maille de métal. Donc il y a dans la matérialité du SIGRAM de très grandes innovations. Voilà à nouveau les systèmes d'éclairage tels qu'ils sont conçus par Kelly. Ce sont des plans de plafond qui nous permettent de voir où sont placés les appareils et l'importance d'une structuration lumineuse de l'espace qui est présente très en amont dans le projet. La signalétique d'Hélène Lustig est également faite ad hoc, c'est donc, on peut le dire, une sorte d'œuvre d'art totale, d'œuvre d'art globale dans laquelle tout ce qui relève de l'espace et de la visualité est traité
par une équipe extrêmement raffinée. Une des composantes importantes du bâtiment, et la plus publique au fond, c'est le restaurant Les Quatre Saisons que Philip Johnson conçoit. Ce restaurant se trouve dans le rez-de-chaussée du bâtiment. Vous voyez ici son plan qui montre les cuisines au milieu, l'accès, le hall d'accès qui conduit à deux salles dont l'ambiance est assez différente, dans laquelle les services et des cartes différentes sont utilisées. Donc voici une de ces salles à manger. Le travail de Johnson est très élaboré dans les détails là aussi. Johnson m'a dit une fois que Mies lui avait laissé faire cet intérieur un peu pour le remercier de l'avoir aidé. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, je ne pense pas que ce type de programme intéressait Mies outre mesure et il n'a pas dû souffrir à le laisser à son associé. Voici les espaces d'entrée, les espaces d'accueil, dans lesquels on trouve les qualités tectoniques de l'intérieur de l'immeuble, de l'intérieur de tout l'immeuble, et ici, le bar avec cette sculpture suspendue de Richard Lipple d'un côté. Dans l'entrée, le rideau de scène que Pablo Picasso avait réalisé pour le ballet Le Tricorne, transporté de Paris à New York. Et ici, on voit particulièrement bien l'accès le plus prestigieux du bâtiment avec le grand escalier et toujours cet espace et la sculpture de Lippold. C'est un programme global et je dirais que le Seagram Building, on voit ici à nouveau l'entrée du restaurant depuis le lobby de l'immeuble. Il y a aussi des entrées latérales. Ce qui est important, c'est de noter le souci du détail jusque dans la vaisselle, la verrerie et tous les équipements. C'est en quelque sorte une version presque quotidienne, ou en tout cas accessible du luxe et de la rigueur esthétique de l'immeuble qui est offerte aux convives fortunés, bien évidemment, qui sans pouvoir passer les portes de l'immeuble de bureau, peuvent au moins franchir celles du restaurant. Le restaurant est complété par un travail de paysage de Carl Lynn que vous voyez ici, donc une intégration de l'élément végétal qui est assez présent dans ce lieu tout à fait splendide et malheureusement largement défiguré aujourd'hui. Mies devant son bâtiment 58 qui est véritablement sa consécration américaine et mondiale. Les journaux parlent d'un monument de bronze dans le ciel. La revue Architectural Forum annonce une nouvelle patine sur Park Avenue et parle aussi donc de ce look, de cette allure personnalisée et très originale du bâtiment. Le New York Times évoque le premier gratte-ciel de bronze du monde et souligne qu'il s'agit d'un symbole monumental de confiance dans la force de l'avenir industriel et commercial de l'Amérique. Donc c'est un édifice, n'oublions pas que nous sommes en pleine guerre froide, en 1958, c'est un édifice qui va être largement diffusé par les services de propagande américains et par la presse, diffusé jusqu'au fond de la Russie et qui proposera l'image d'un capitalisme capable d'avoir une expression architecturale monumentale d'une grande qualité. Je voulais conclure ce cours en revenant à Chicago et en suivant Mies dans son enseignement à l'Illinois Institute of Architecture. Jusqu'à présent, ce que nous avions vu de Mies, c'est son travail d'architecte. C'est la conception du campus. Donc, il va le mobiliser, conception et construction d'une vingtaine de bâtiments, qui le mobilisera pendant presque 20 ans, de 1939 à 1958. Mais l'enseignement n'est pas moins important pour lui. Un enseignement dans lequel il engage ses deux anciens collègues du Bauhaus, Peter Hans et Hilbersheimer. Peter Hans, photographe, qui l'aide à élaborer
le programme d'études et Hilbersheimer, urbaniste, avec qui Miss travaillera aussi sur quelques projets, notamment le projet de Lafayette Park, dont je parlerai dans le prochain et dernier cours. Miss, évidemment, en 1938, propose un programme qui est un programme qui est une interprétation de celui du Bauhaus, mais dans lequel, et qui est fortement recentré sur le dessin et sur la construction. Voilà ici un projet de l'Art Institute quand il arrive, qui est plutôt dans un esprit beaux-arts modernisé. Miss va travailler de très près avec les étudiants, prenant en main l'enseignement des premiers semestres, en tout cas pendant les premières années de son activité. Son programme est très simple. Je cite, il met presque exclusivement l'accent sur la construction et le dessin. Donc, Miss, d'abord, nous leur avons appris à dessiner. C'est le but de la première année. Donc ça, c'est très différent de ce que faisait le Bauhaus. La première année au Bauhaus, c'était l'apprentissage des matériaux, de la couleur, de la lumière, des textures. Il n'était pas du tout centré sur le dessin, mais plutôt sur la matérialité tridimensionnelle de toutes les substances utilisables dans les arts appliqués et l'architecture. Pour Miss, c'est le dessin. Donc, première année, dessin. Et, il poursuit, ils apprennent à dessiner. Ensuite, nous leur avons appris à construire en pierre, en briques, en bois, et nous leur avons donné quelques notions d'ingénierie. Nous avons parlé béton et acier. Ensuite, nous leur avons appris quelque chose sur les fonctions des bâtiments. Et dans la seconde année, nous avons essayé de leur donner un sens de la proportion et de l'espace. Et ce n'est qu'en dernière année que nous en sommes venus à un groupe de bâtiments. Nous ne leur enseignons pas des solutions, nous leur apprenons le moyen de résoudre des problèmes. Donc on voit bien que cette démarche est progressive, mais que ce n'est pas du tout la progressivité qui avait été imaginée par Gropius dans les premières années du Bauhaus, c'est plutôt ce que Miss lui-même avait proposé. En tout cas, une démarche progressive qui part des éléments de base de la représentation, dessiner parfaitement un mur de briques avec tous ses joints, puis comprendre comment il tient et enfin l'utiliser pour envelopper des espaces. La gamme des projets proposés étant d'ailleurs très restreinte et correspondant souvent au projet de l'agence de Miss. Pour encourager à la prise en compte des enjeux concrets de la construction, Miss recrute par exemple un charpentier et un maçon. En tout cas, il essaye de le faire au début et propose de créer un laboratoire d'expérimentation en vraie grandeur. Un peu comme il l'avait fait avec l'expérience du mur de briques au Bauhaus de Berlin. Un type d'exercice très typique de ce qu'il propose, par exemple, c'est l'étude du même bâtiment avec une structure de bois et une structure de pierre, ou une structure en acier et une structure de bois. Et les étudiants travaillent sur un nombre assez restreint de types de projets qui, encore une fois, sont ceux qui ont mobilisé Miss depuis les années 30. Ici, deux élèves travaillant sur les maisons à cour, ce thème qui avait déjà été un thème central de l'enseignement au Bauhaus de Dessau et de Berlin. Alors, quelques projets nous montrent tout d'abord la formation initiale, l'apprentissage du dessin, qui est un apprentissage beaucoup plus traditionnel que celui que proposaient Kandinsky et Klee au Bauhaus de Dessau, le processus de Weimar et de Dessau, le processus de professionnalisation qui avait été entrepris par Miss à Dessau et à Berlin se poursuit. Professionnalisation, mais aussi retour, je dirais, aux arts de manière plus traditionnelle. L'idée du lien avec l'atelier, l'idée du lien avec la production industrielle est abandonnée. Souvenons-nous de ce que disait Miss en prenant le Bauhaus. Je ne veux pas de marmelade, atelier ou école, c'est une école. Et donc, il applique assez rigoureusement ce slogan à Chicago.
Évidemment, exercices de perspective ou de géométrie descriptive, ce sont des exercices objectifs qui ne souffrent guère de fantaisie, et donc il n'y en aura pas. Le travail sur les textures est aussi un travail pratiqué par les élèves, mais il n'est pas premier. Il ne précède pas l'apprentissage de la conception. C'est un travail qui l'accompagne. Ici, nous avons un exemple assez, je dirais, assez convaincant du travail sur la construction. Les élèves ne sont pas invités à avoir de la fantaisie, ou très peu. Ils sont invités à avoir de la rigueur dans la conception et surtout dans la représentation. Ici, Speth, qui deviendra plus tard un des historiens travaillant sur Miss, comme beaucoup d'ailleurs d'élèves de l'IIT qui ne se remettront jamais de leur enseignement, si je puis dire, et qui ou bien continueront à faire du Miss sans Miss, pour la plupart d'entre eux, ou bien passeront du côté de l'histoire et de la critique. Donc ici, le projet de Speth est un projet dans lequel chaque pièce de bois de la structure, la partie haute de la structure est dessinée, et de la même manière, chaque pierre est dessinée soigneusement à l'échelle, dans cette axonométrie, qui est une forme de représentation assez difficile à élaborer. Les bâtiments de Miss lui-même servent aussi d'exemple. Voici la coupe et le plan des détails d'un bâtiment de l'IIT. Donc Miss envoie ses étudiants observer sa propre production chicagolaise et la restituer. Les exercices de construction sont marqués par un très très grand réalisme. Ici, cette coupe perspective sur un édifice à un seul niveau, mais doté d'un soubassement, permet de représenter ce que font rarement, je peux vous le dire, les étudiants en architecture, permet de représenter à la fois l'épaisseur du béton de façon réaliste, la dalle de béton, les murs porteurs, mais aussi les murs de briques sont aussi représentés. Ils ne sont pas que des parements. L'emboîtement des briques à l'intérieur des murs est représenté, de même que la solution ici de l'assemblage entre le profilé métallique de cet imposte et le mur d'une part et la poutre d'autre part. Donc il y a c'est un très bon exemple d'un de ces exercices avec lequel les étudiants apprennent à construire. Ici, il s'agit plutôt, toujours sur le même thème, à nouveau, très grande précision dans le dessin des briques. Ici, c'est une maison à cour qui est détaillée dans tous ses éléments, bien plus d'ailleurs qu'elle ne l'était, que ces maisons à cour ne pouvaient l'être dans l'enseignement du Bauhaus. Et il ne fait aucun doute, évidemment, que le mobilier est celui de Miss, les chaises de Brno ici. Certains projets rejoignent ceux de Miss et parfois font écho à certaines de ses recherches. Ainsi, ce projet de maison en acier en verre va, avec la structure extérieure, s'intègre dans la famille des grands volumes autonomes, des grands volumes ouverts de Miss, bien qu'il ne soit pas si grand que cela. C'est une sorte de réduction homothétique d'un bâtiment comme le Crown Hall. Ici, d'autres exemples nous montrent que Danforth, qui était un des tout premiers élèves de Miss, contribuait fortement à l'évolution du concept des maisons à cour vers le musée. On se souvient que les photomontages, que Danforth était à la fois celui qui avait fait les photomontages, réaliser les photomontages de la maison Razor en 1938 et les photomontages du musée pour une petite ville de 1942. Au milieu de tout cela, eh bien, il était entre ces deux projets faits pour Miss, il est étudiant et c'est évidemment les recettes missiennes dans le détail de la représentation de cette maison à cour qu'il utilise, à la fois les poteaux cruciformes, la statue qui mesure la profondeur et la reproduction d'un tableau ici Picasso.
En bas, ce projet plus tardif, association d'étudiants. C'est un programme que Miss avait traité, mais pas construit pour l'IIT, et donc c'est un écho direct des recherches de Miss pour le campus. Il y a donc une sorte d'imbrication entre l'activité de Miss comme architecte, architecte du campus essentiellement, et de plus en plus architecte en ville, et son enseignement. Ici, des formes très abstraites de représentation d'un projet plus tardif dans lequel les élèves utilisent beaucoup les trames et ces juxtapositions de grands plans, comme le fait Danforth dans ses photomontages. J'ai déjà parlé de cette tour de Fujikawa en 1944, qui prend sa place cette fois-ci, peut-être en anticipation du projet de MIST Promontory Apartments, dans la réflexion sur les immeubles en hauteur. En tout cas, c'est un des premiers projets. On voit bien sur ce dessin de Fujikawa les retraits des éléments porteurs tels qu'ils seront pratiqués à Promontory Apartments. Donc ici, la fonction de l'école comme lieu de recherche et pas simplement comme lieu de diffusion d'une pensée complètement élaborée en vase clos par Miss apparaît. À nouveau, la mise au point de systèmes de façade, 1967, c'est un projet assez tardif. Miss a déjà construit les immeubles de Chicago, le Seagram Building et bien d'autres. Eh bien, les élèves sont invités à méditer graphiquement, si je puis dire, sur ces bâtiments. De la même manière que Gene Summers, que l'on a vu à l'œuvre au Seagram, avait, quand il était à l'école, on le voit en haut, travaillé à l'interprétation des édifices de la IIT. C'est donc un corpus, en tout cas au début, extrêmement limité, presque, je dirais presque autarcique de formes et de méthodes, et qui ne s'ouvrira que très progressivement sur des formes plus hardies. Par exemple, ici, dans le projet de diplôme de Myron Goldsmith, qui n'est pas une tour missienne, vous voyez que c'est une tour dans laquelle l'ossature primaire et les blocs des bureaux sont dissociés. Et donc, il y a un jeu d'échelle que Miss n'a jamais pratiqué dans ces bâtiments, qui est peut-être plus proche de ce que certaines agences comme SOM feront dans les années qui suivront. Ici, nous sommes là aussi très loin des systèmes de structure qu'utilise Miss. Peter Prine, qui deviendra un architecte assez connu à Chicago, travaille à partir de ce système de suspension qui vient du monde des travaux publics, du monde des infrastructures. Voici le plan de ce bâtiment. Le résultat est un résultat auquel Miss atteint, on le verra avec le Centre des congrès de Chicago dans le dernier cours, avec d'autres moyens, avec d'autres idées de structure. Ici, une salle de sport en 61, ça n'est nullement le type de structure qui intéresse Miss. Nous sommes plutôt là dans l'univers de Buckminster Fuller. Enfin, les programmes sur lesquels Miss va être amené à travailler, à se redéployer à la fin des années 50 sont annoncés dans les exercices. Et on voit bien qu'il utilise là l'école comme un laboratoire pour élaborer des types nouveaux. Donc l'idée d'un musée d'art qui est sur un plan carré le développement d'une structure comparable à celle de la maison Farnsworth avec une cour. Ce projet continue. Ici, le projet de cette thèse de fin d'études de Peter Carter sur un plan carré nous montre une toiture à caisson portée par des poteaux situés à l'extérieur. C'est un concept tout à fait proche de celui que Miss développera au travers de plusieurs projets pour aboutir à la Galerie nationale de Berlin. Enfin, à la fin des années 50, Miss arrête l'enseignement plus ou moins à ce moment-là. Eh bien, l'IIT se déploie vers d'autres idées, d'autres types de structures tridimensionnelles qui n'étaient pas celles qui passionnaient Miss, d'autres types de structures modulaires en métal, avec cette maison préfabriquée qui aurait plus pensé au travail de prouver qu'à celui de Miss, et qui est intéressante parce qu'elle est proposée sous deux versions, la version
résidentielle et une version où elle fait office de micro-musée, de galerie. Et je terminerai en évoquant une dimension importante de l'enseignement à la IIT, mais ce n'est pas l'enseignement de Miss, c'est l'enseignement de son collègue et ami Hilbersheimer. Il s'agit du travail sur la composition urbaine de grands ensembles urbains, des projets d'aménagement du territoire à grande échelle. On le voit ici notamment avec le projet de Caldwell qui travaillera avec Miss et Hilbersheimer sur le projet de Lafayette, de l'ensemble de Lafayette Park dont je parlerai dans le dernier cours. Et ici, nous voyons aussi des réflexions sur les tissus urbains, sur les densités, sur la modularité à l'échelle urbaine, qui prolongent très nettement les travaux que faisaient 10 ans plus tôt les élèves du Bauhaus de Dessau. Donc voici pour ce 8e cours. Nous retrouverons demain, ou plutôt la prochaine fois, nous retrouverons Hilbersheimer, Caldwell et quelques autres dans les projets ultimes de Mies van der Rohe, Lafayette Park, certains projets d'urbanisme à Chicago et à Toronto, et enfin dans ces projets de musées. Merci.